bonne soirée. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Hélène Janière dans un cycle qui est un cycle de l'école qui s'intitule Critique architecturale. Donc en principe, régulièrement, nous organisons des conférences sur la question de la critique. Nous avons eu l'occasion de recevoir, il n'y a pas très longtemps, François Chalin sur une conférence qui s'intitulait « Les grands projets de l'État ». Nous avons reçu aussi à plusieurs reprises Françoise Fromonneau. Et donc l'invitation d'Hélène Janière s'imposait. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le petit ouvrage qu'elle a publié en 2019 qui s'intitule « La critique architecturale aujourd'hui ». C'est un petit ouvrage que j'ai dans mon sac, mais que je n'ai pas sorti, mais dont je vous conseille la lecture, qui s'intéresse essentiellement aux questions de ses frontières, de ses jugements, de ses crises et de ses liens avec la critique d'art et avec la sociologie, donc qui aborde différents thèmes d'une façon extrêmement synthétique et qui fait suite à toute une carrière qu'elle a essentiellement consacrée à la critique architecturale, avec un début qui a été signée par une thèse qui a été publiée, qui est une thèse qui a été publiée en 2002, qui s'intitule « Politique éditoriale et architecture moderne, l'émergence de nouvelles revues en France et en Italie, 1923-1939 ». Donc vous voyez dans le titre deux dimensions qui sont restées deux dimensions très propres à tous ces travaux de recherche, de porter sur la critique architecturale et de s'inscrire dans un contexte international. Elle est à l'heure actuelle professeure d'histoire de l'art contemporain d'histoire de l'architecture, pardon, de l'architecture contemporaine à l'université de Rennes 2, et elle a été formée, comme la plupart de ceux qui sont ici dans cet auditoire, comme architecte à l'école de Paris-la-Villette, il y a de cela quelques années naturellement, et c'est depuis de longues années que nous nous connaissons. Elle a un livre à paraître que j'ai découvert en feuilleton, enfin en naviguant sur Internet, comme on dit, qui est un ouvrage consacré lui aussi à la critique, dont je suppose qu'il résulte de son habilitation à diriger les recherches. Voilà. Qui est La critique architecturale française, 1950-1980, un espace disputé. Donc ça sera à paraître bientôt, c'est annoncé pour cette année, pour 2023. Ou peut-être 2024, on sait que les aléas des publications, on n'est pas vraiment à une année près. Je ne vous détaillerai pas tous les articles, les programmes de recherche sur lesquels nous reviendrons demain pour une journée qui sera consacrée aux femmes de presse, une journée d'études. Donc je vous y invite tous à y participer, ça a lieu dans cette école et ça évoquera pendant la journée une des dimensions de la critique qui s'associe à la présence des femmes de plus en plus nombreuses dans ce secteur comme dans d'autres. La dernière, donc je passe donc sur ces articles, sur ces programmes de recherche, j'évoque cette journée parce qu'il est monté en lien avec un des programmes de recherche sur lequel elle travaille, qui est aussi un programme de recherche international. Elle dirige également des thèses, dont la dernière en date, je la cite parce que je la trouve intéressante, mais enfin il y en a eu beaucoup d'autres. La dernière en date a été soutenue, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours, et elle était consacrée à un historien de l'art suisse qui s'appelle Joseph Gantner, qui a dirigé la revue Das Werk entre 1923 et 1927. Donc, comme vous le voyez, c'est une spécialiste de la critique architecturale, je dirais même la spécialiste de la critique architecturale en France. Je pense que c'est un titre qui ne lui est pas disputé, qu'elle est vraiment sur ce sujet celle qui a le plus publié avec le plus de pertinence, et de surcroît internationale. Donc il y avait mille et une raisons pour l'inviter ce soir, et je la remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, et je lui passe la parole. C'est le micro, c'est ça. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette présentation très détaillée et très élogieuse, trop élogieuse. Donc, je remercie également l'école d'architecture et son directeur, monsieur Philippe Sierren, pour l'invitation à faire cette conférence. Donc, alors, c'est pas facile de prendre la parole après le grand événement que nous venons de vivre dans ces 2 dernières heures, mais néanmoins, donc,
puisque enfin, les agendas se sont, disons, superposés ou se sont rencontrés. Voilà, cette conférence est dédiée à Anne-Marie. Donc, mon propos ne portera pas sur les femmes critiques, ça c'est le programme de demain, donc je tenterai simplement de soulever quelques questions donc, plus générales sur la critique architecturale et finalement sur ce qui fait la difficulté à la définir, mais aussi ce qui explique peut-être pourquoi il est si difficile effectivement de juger l'architecture, ça c'est une citation que je commenterai tout à l'heure, mais il est aussi difficile de parler un peu sereinement de critique architecturale, de ses frontières avec d'autres formes d'écrits sur l'architecture, et d'autre part de ses frontières avec d'autres formes de critique. Donc, en fait, bien souvent, donc, le discours est en but avec deux idées qui ne permettent pas vraiment d'avancer. La première idée, c'est qu'il y a une crise, ou il y aurait une crise donc, permanente de la critique, et peut-être certains des critiques que vous avez invités vous en ont fait état. Encore récemment, donc la plus récente journée d'études que j'avais vue passer sur la critique partait de ce constat d'une crise actuelle. Or, cette crise de la critique, elle est loin d'être inédite. On parle de crise depuis au moins le début du XXe siècle. La deuxième idée sur laquelle on bute assez rapidement, donc, c'est que la critique d'architecture n'aurait rien à voir avec d'autres formes de critique et surtout pas avec la critique d'art. Alors tout à l'heure, monsieur le directeur disait... Est-ce qu'il est possible d'être historien de l'architecture sans être architecte? Bon, je vais pas répondre à cette question, mais je soulèverai ce soir cette question. Est-ce qu'il est possible d'être critique d'architecture sans être architecte? Je n'aurai pas l'imprudence de répondre. Donc, dans mes recherches donc sur la critique, je me suis souvent demandé, enfin, un des points de départ, c'est que je me suis demandé pourquoi et comment les historiens de l'art avaient, donc, de leur côté, réussi à structurer un champ de recherche sur l'histoire de la critique d'art, donc depuis les années 80, avec de nombreuses recherches sur les acteurs, sur les relations des critiques avec le marché, sur les véhicules, enfin les vecteurs de la critique. Et auparavant, donc depuis les années 60, la critique d'art avait été aussi un sujet de recherche pour les sociologues, pour la sociologie de l'art, puis pour l'histoire sociale de l'art, donc avec ces relations, le marché, les collectionneurs, le critique. Et plus récemment, donc l'histoire culturelle avait commencé à s'intéresser à la critique d'art et à ses acteurs. Alors, je me suis demandé pourquoi ça n'existait pas donc sur la critique architecturale, pourquoi son histoire n'avait pas été développée, sinon de la même manière, mais en tout cas aussi de manière aussi articulée, aussi organisée donc, que la recherche sur l'histoire de la critique d'art. Donc, c'est la raison pour laquelle, avant même donc, de lancer le projet collectif que je dirige avec Paolo Scrivano, donc ici présent, Mapping Architectural Criticism, j'ai commencé donc mes recherches par une sorte d'état des lieux complet, complet je ne sais pas, mais en tout cas assez large, des différents discours sur la critique architecturale. Des prises de position, des opinions, certes, mais aussi quand même un intérêt de plus en plus marqué pour l'objet critique, avec donc de nombreux articles et quelques livres, dont certains tentent de saisir, tentent de définir cet objet difficile, la critique, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de clarté aussi, c'est pas toujours très facile. Et donc, notamment ici, vous reconnaissez, ou peut-être un ouvrage que vous connaissez de François Chalin, donc, dans lequel... c'est une anthologie d'écrits sur nouvelles, mais en même temps, il y a une introduction où il parle de sa position donc, comme critique, avec une certaine nostalgie donc, pour une sorte d'âge d'or de la critique, qui serait celle de la critique engagée. En tout cas, des tentatives aussi très nombreuses, là il y a juste très peu d'exemples, de définir aussi la critique par ses acteurs, ou en tout cas d'essayer d'entrer donc, dans ce champ de recherche par les acteurs et les biographies intellectuelles, d'abord des historiens de l'architecture qui ont eu une part de leur activité tournée vers la critique, comme Siegfried Giedion, par exemple, qui a fait l'objet d'énormément de publications, mais également, là, de plus en plus d'ouvrages, d'articles, d'anthologies autour d'acteurs importants de la critique, surtout d'ailleurs du XXe siècle.
Donc dans cette conférence, je ne tenterai pas de définir la critique, mais en fait, j'essaierai d'aborder cette question, les deux questions de l'autonomie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'autonomie ou quand le milieu architectural, disons, parle de l'autonomie de la critique, de sa spécificité. Donc, ça, c'est aussi une question importante. Et en fait, donc, comment essayer d'approcher cet objet qui est un objet qui semble un petit peu indéfinissable, insaisissable. Donc, premier point, donc, cette question donc, de la spécificité. Je commencerai donc par un article du critique et théoricien espagnol Ignacy de Solà-Morales, donc, qui est paru donc, pour la première fois en espagnol en 1992, où de Solà-Morales affirme donc la critique architecturale n'est ni un genre littéraire ni une profession. C'est avant tout une attitude intellectuelle par laquelle le discours devient, dans la solitude et la conscience de la crise, jugement, séparation, décision. Alors c'est une définition très élégante de la critique, et par ces mots, donc, Solà-Morales rejette implicitement, finalement, une analogie possible, hein, c'est pas la seule possible, entre critique architecturale et critique d'art. Si l'on comprend la critique d'art de manière, disons, l'une des définitions traditionnelles de la critique d'art, toujours efficace, même si elle est maintenant un peu ancienne, elle avait été définie par un historien d'art allemand, Albert Dresdner, en 1915, comme un genre littéraire autonome, donc qui a pour objet d'examiner l'art contemporain, d'en apprécier la valeur et d'en influencer le cours, c'est-à-dire l'examen, l'analyse, l'appréciation, le jugement et l'influence, c'est-à-dire l'engagement. Donc cette définition, inventée donc, au début du XXe, s'appuyait en fait sur la pratique de la critique d'art confortée donc, depuis plusieurs siècles, notamment et particulièrement au milieu du XVIIIe siècle, par les salons, pour la pratique donc, des salons en France. Solà-Morales, lui, en déclarant donc, que la critique d'architecture n'est pas une profession, donc implicitement rejette cette idée de la critique comme une pratique, comme un lien entre le public et l'œuvre. Il s'appuie aussi sur l'étymologie, enfin, il tire sa définition, si vous voulez, plutôt du côté de l'étymologie du mot, donc, qui est liée à la notion de crise. Donc, il semble en outre donc que, comme beaucoup d'observateurs, Solà-Morales considère implicitement encore que la critique appartient, est incluse dans le corpus des théories de l'architecture où en est intrinsèquement interdépendante. Cette première observation donc, nous amène à une deuxième question que je poserai de manière assez directe. Donc, la critique est-elle une forme de critique donc, que l'on pourrait comparer à la critique des arts visuels, à la critique cinématographique, à la critique théâtrale ou musicale, ou au contraire, est-elle un discours interne au domaine de l'architecture, son histoire et ses théories? En 1968, donc, dans son article intitulé « La philosophie de la critique architecturale », l'historien et critique anglo-canadien Peter Collins proposait sa propre interprétation plutôt radicale. Je cite Peter Collins, il écrivait « Soit il s'agit simplement d'une branche d'une activité générale appelée critique, soit il s'agit d'une activité que l'on doit considérer sui generis, une activité tout à fait particulière et exclusivement liée à l'architecture. » Fin de citation. Collins ajoutait donc que cette première option, une partie d'une activité plus générale, semble à première vue très séduisante. Néanmoins, il exprimait sans embâche sa préférence pour la seconde interprétation, et je cite de nouveau Collins. Il pourrait cependant être plus fructueux dans le contexte actuel, donc c'est le contexte américain donc de la fin des années 60, d'adopter l'autre point de vue et de considérer la critique architecturale comme une activité très particulière, exclusivement liée à l'architecture. Donc, question de l'autonomie. Alors, bien qu'exprimée il y a plus de 50 ans, l'affirmation de Collins est généralement assez largement partagée, disons, par les architectes, par les critiques d'architecture, architectes, y compris à l'heure actuelle.
C'est ce que j'ai pu observer donc, au début de ma recherche, donc, en dépouillant la presse architecturale, en recherche de déclarations, d'opinions, d'analyses sur la critique. En dressant finalement un état des lieux, des discours sur sa prétendue crise, sur ses outils et ses possibles ou impossibles définitions. Et il m'a été aussi dans des interviews que j'ai pu faire, affirmer généralement donc, que la critique d'architecture a son propre agenda, donc pour parler pas très bien français, a sa spécificité propre et n'a rien en commun avec d'autres formes, à l'exception parfois d'analogies avec la critique de cinéma, parce que peut-être à cause des analogies cinématographiques, disons, qui étaient familières à certains architectes, surtout dans les années 80. Et en tout cas, par exemple, pour reprendre les termes de Vittorio Gregotti, la critique architecturale donc, serait quasiment une discipline, une pratique certes aux multiples facettes, mais une discipline qui doit faire avancer la discipline architecture. Donc on voit assez rapidement donc, la difficulté de définir les limites, c'est-à-dire les frontières avec d'autres types de discours, mais aussi le périmètre de la critique. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on doit exclure. Donc, et avec cette idée donc, de spécificité, parce que donc, l'architecture, ça paraît un truisme et une évidence, mais s'inscrit évidemment dans des contextes économiques, technologiques, sociaux, urbains, donc ce qui n'est pas, un peu différent, disons, de la production artistique. Donc, on ne pourrait pas, de cette manière, comparer l'architecture à d'autres œuvres artistiques où ces dimensions sont moins déterminantes. La question peut paraître naïve et la réponse évidente. Néanmoins, et ça pourrait être pris aussi pour un débat actuel, néanmoins, la nature de la critique architecturale était déjà en question dès les années 20. Elle s'est exprimée d'abord dans un débat non pas directement sur la critique, mais sur l'histoire de l'architecture. Mais là encore, on touche à un problème de limite, de frontières, puisque dans la tradition italienne, critique et histoire sont plus proches qu'elles ne le sont dans la tradition française, dans la tradition intellectuelle française. Et donc, dans les années 20, deux protagonistes très importants du débat italien, d'une part, donc, Gustavo Giovannoni, donc urbaniste et historien, d'une part, et d'autre part, l'historien de l'art Adolfo Venturi, ont débattu assez vivement donc, sur cette question de l'histoire de l'architecture. Est-elle une branche de l'histoire de l'art ou non? Et leur débat a cristallisé également deux positions. Donc, pour les uns, l'histoire de l'architecture était une partie de l'histoire de l'art, tandis que pour les autres, elle avait son propre programme, en raison donc de l'activité, de la matérialité de la construction, des devoirs sociaux, des contextes économiques, etc. Donc débat, si vous voulez, que l'on retrouve quelque part de la même manière dans cette question, la critique d'architecture est-elle ou pas une branche, une sous-famille, une sous-espèce de la critique d'art. Donc finalement, qu'est-ce qui pourrait faire du discours critique et de la pratique de la critique un genre autonome? Alors, le mot autonomie, bien sûr, renvoie à une série assez large de significations. En premier lieu, peut-être ce qui vient à l'esprit en premier, c'est l'indépendance de l'auteur, du critique vis-à-vis de la presse, mais aussi vis-à-vis des commanditaires, des maîtres d'ouvrage. Et évidemment, donc, c'est pas quelque chose de négligeable, comme en témoignent d'ailleurs de nombreux cas de conflits, de controverses. Ça peut être aussi l'autonomie donc, du critique par rapport au pouvoir politique, qu'il soit local ou national. Et par exemple, ça peut être quelque chose dans la presse quotidienne ou même dans la presse quotidienne régionale. Il peut y avoir des conflits importants sur des débats sur des bâtiments.
Bon, une autre signification du mot autonomie, donc je l'ai déjà un peu esquissé, c'est cette autonomie par rapport à d'autres types d'écrits sur l'architecture, notamment l'histoire et le champ très large des théories. Mais également, il y a une troisième signification qui m'intéresse particulièrement, c'est finalement, qu'en est-il, enfin, si on considère que la critique est justement un discours autonome, inclus dans le champ des théories architecturales, à ce moment-là, qu'en est-il de l'interaction possible avec le débat public, et avec le champ social, économique plus large. Il y a enfin une dernière signification du mot autonomie. C'est dans les années 2000 surtout, il y a une vague de recherches et d'écrits qui ont considéré, alors surtout disons dans une ère culturelle, je dirais anglo-américaine, qui ont commencé à considérer la critique comme quelque chose d'autonome même par rapport à l'architecture. C'est-à-dire ce qui les intéressait, c'était l'écriture critique, l'architectural writing, comme ils l'ont nommé. Et dans certains cas, donc, comme dans ces deux ouvrages, donc Critical Architecture, on oscille entre une recherche sur l'écriture et une recherche qui réfléchit à l'architecture elle-même comme critique, donc c'est un spectre assez large. Et dans le deuxième cas, donc l'ouvrage de Naomi Stead, c'est vraiment sur l'écriture, donc comme finalement production autonome par rapport disons, à l'architecture ou par rapport à tout référent construit. Donc dans ces cas-là, évidemment, on est très loin des définitions de la critique comme évaluation du bâtiment, médiation envers le public, etc. Donc, on n'est pas très avancé. Et finalement, il y a un certain nombre d'auteurs aussi qui ont essayé de faire des typologies de la critique pour dire, finalement, est-ce qu'on pourrait classer, est-ce qu'on pourrait faire, disons, définir certains types de critiques. Distinguer des familles, donc tantôt sur la base des auteurs, tantôt sur la base des registres des textes, tantôt sur la base des journaux, enfin, des locuteurs ou même des destinataires. Donc, et notamment donc, aux États-Unis, autour de 1968, les rapports entre critique, théorie et histoire étaient interrogés déjà depuis une décennie. Donc c'est à ce moment-là donc, que je reviens donc, à Peter Collins, puisque c'est un auteur particulièrement important pour l'histoire de la critique. Il a délivré une des premières typologies donc, de la critique architecturale. Et finalement, il propose une typologie assez proche de celle qui avait été destinée par un professeur d'université donc, qui était très loin de l'architecture, Albert Thibaudet, donc en 1933, pour la critique littéraire. Alors, comment dire, et Thibaudet, donc, dans sa physiologie de la critique, distinguait trois types. La critique spontanée. Donc la critique spontanée, c'est celle donc, qui s'exprime dès qu'une œuvre littéraire est en contact avec le public. Deuxièmement, la critique artistique. Donc la critique artistique, c'est celle donc, des écrivains, qui serait une critique plus légitime, donc d'un point de vue, comment dire, artistique, parce qu'elle est produite elle-même par des écrivains qui alors se font critiques. Et la troisième catégorie, donc, c'est la critique académique, donc celle écrite par les académiques, donc par les chercheurs, par les historiens, etc. Donc en fait, si vous voulez, c'est une typologie qui a une certaine longévité, une certaine fortune, donc qui peut-être est un peu simplificatrice. Mais en tout cas, ce qui est assez frappant, c'est que finalement, Peter Collins, donc vous voyez ici un portrait, Peter Collins donc, était britannique, mais qui a
émigré donc, au Canada, pardon, et où il a été pendant le reste de sa carrière professeur à l'université McGill à Montréal. Peter Collins, lui aussi, en faisant sa typologie de la critique, a proposé, sans le citer vraiment, une typologie assez proche de celle dessinée par Albert Thibaudet, donc pour la critique littéraire. Ça peut paraître assez paradoxal, parce que, précisément, Collins avait vigoureusement rejeté l'analogie entre critique architecturale et toute autre forme donc, de critique, qu'elle soit littéraire ou artistique. Donc, comme je développerai donc, ce point un peu plus tard aujourd'hui. Donc, il y a ce paradoxe, mais néanmoins, donc, effectivement, les écrits de Collins sont intéressants parce que l'un des premiers, il a essayé vraiment d'aller au-delà comment dire, en s'attachant vraiment spécialement à la critique et non pas à l'histoire ou aux historiens d'architecture, d'essayer vraiment de décortiquer des positions et de produire un discours scientifique sur la critique. Alors je ne suis pas du tout une spécialiste des écrits de Peter Collins, mais donc il m'intéresse pour ces raisons. Il a plaidé aussi de manière récurrente pour la définition de critères, de manière peut-être assez normative et aussi assez en relation avec ses positions lui-même dans le débat architectural. C'était quelqu'un qui avait travaillé dans l'agence de Pierre-Édouard Lambert lors de la reconstruction du Havre. Donc, il était un grand admirateur de Perret. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle Concrete, en français Splendeur du béton, qui est en fait à la fois un livre sur le béton et un livre sur Auguste Perret. Donc l'idée, et il avait fait un master d'histoire sur Blondel. Donc l'idée du classicisme est tout à fait centrale donc, dans son œuvre. Donc la question des critères, de la norme, était, comment dire, tout à fait importante. Et il a mis finalement en lumière, il a mis le doigt sur des questions finalement cruciales pour la critique, mais qui sont aujourd'hui toujours pas tellement clarifiées. Donc l'article dont je parlais tout à l'heure, la philosophie de la critique architecturale, a été largement diffusé, et notamment il a été traduit en français dans l'un des premiers numéros, donc en 1968, de Architecture, Mouvement, Continuité, donc une revue nouvellement fondée et plutôt un petit peu turbulente dans le paysage éditorial français de cette époque. Une revue donc, qui, autour de 1968, fait beaucoup donne beaucoup d'éléments donc, sur la crise de l'enseignement, donne énormément la parole à des groupes donc, qui vont se constituer comme un peu les rénovateurs de l'enseignement. C'est aussi donc une revue qui, contrairement aux revues dominantes comme l'architecture d'aujourd'hui, Technique Architecture, fait une place importante à l'histoire, à une certaine forme d'histoire. Donc vous voyez la rubrique nostalgie et l'hommage aussi à l'ange de l'histoire, donc dans cette caricature dans cette illustration, pardon. C'est une revue qui fait ensuite donc aussi une place importante à la sémiologie, à la linguistique, enfin aux sciences humaines et sociales en général, et également aux architectes historiens, donc qui sont en France à ce moment-là, donc à la fin des années 60, une catégorie, si vous voulez, qui est en train de monter en puissance. Et notamment, donc, il y aura beaucoup d'articles sur la typomorphologie qui seront diffusés grâce à cette revue. Donc, elle a ouvert aussi la critique à un assez grand nombre de disciplines des sciences humaines. Par ailleurs, donc, elle a aussi beaucoup contribué à remettre en cause l'architecture entre guillemets moderne, telle qu'elle était diffusée en France dans les années 60, encore une fois dans les revues dominantes, pour simplifier un peu. C'est aussi la raison de ce photomontage, donc comment dire, comme l'indique l'éditorial, en fait,
comme l'écrit même l'éditorial, ce photomontage associe deux nudités, celle de la façade donc en mur rideau, qui aux yeux donc de AMC exprime la médiocrité de l'architecture moderne française, mais aussi la nudité de la critique, c'est-à-dire son absence d'instrumentation intellectuelle au dire donc de AMC. Alors dans ce numéro d'avril 1968 de AMC, il y a donc la traduction française donc de cette typologie de Peter Collins et notamment donc de cette philosophie de la critique architecturale, qui est peut-être un peu décevante, parce qu'on tombe sur l'article de Collins et on se dit « Ah, il va nous dire, je vais enfin comprendre ce qu'est la critique ». Et en fait, c'est une typologie qui, à la fois, mélange une classification suivant des types de discours et suivant aussi l'auditoire, ce qui n'est pas d'ailleurs inintéressant. Et il distingue en gros trois types, la critique populaire, la critique professionnelle et donc la critique profane, c'est-à-dire, alors la différence entre populaire et profane, populaire, c'est celle qui s'exprime de manière spontanée, et là on retrouve effectivement la typologie dressée par Albert Thibaudet. Donc trois catégories qui sont surtout en fonction des types de supports, des types de revues, journaux, etc. Populaire, c'est aussi la critique dans la grande presse, professionnelle dans les revues d'architecture, en fonction donc des supports, mais aussi en fonction du lectorat donc de cette revue. Alors, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ces classifications, alors après Collins, il y en a eu beaucoup dans des ouvrages ou des articles sur la critique, plusieurs auteurs se sont aussi essayés à finalement comment on pourrait décortiquer, comment on pourrait décliner donc différents types de critiques. Alors, on n'arrive jamais vraiment à des définitions complètement intellectuellement satisfaisantes peu d'entre elles arrivent à croiser, arrivent à, disons, faire des distinctions en tenant compte à la fois du statut des textes, de la terminologie, du profil des auteurs, de leur positionnement théorique, etc., etc. Et également des lieux où s'exprime la critique, c'est-à-dire revues, journaux, mais pas seulement, revues, journaux, moyens audiovisuels, et aujourd'hui, bien sûr, et ça c'est vraiment un pan tout à fait important que je n'ai absolument pas commencé à investiguer, tout l'espace de l'Internet où s'expriment aujourd'hui de nouvelles formes de critique. Alors, en essayant d'esquisser donc ces différentes conceptions, non pas d'en donner moi-même une définition, mais d'essayer de faire une sorte de cartographie finalement de qui dit quoi de la critique, comment est-ce qu'on peut quelles sont les définitions en présence, voilà. J'ai été particulièrement intéressée par un terme fréquemment utilisé dans le contexte allemand, et donc c'est celui de Architekturjournalismus, donc journalisme architectural. Alors ce qui est particulièrement intéressant, si vous voulez, c'est qu'en français, et en France, et dans le milieu des critiques français, le journalisme architectural a plutôt mauvaise presse, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est une terminologie donc, qui est souvent utilisée de manière assez péjorative, qui qualifie finalement les écrits des journalistes de superficiels, de non professionnels, de pas assez théoriques, etc. Et donc, en France, c'est plutôt négatif de la part des critiques d'architecture. Il n'y a pas, de traces d'une telle vision négative dans l'expression allemande. Et en Allemagne, donc, dans ce que j'ai pu lire, la critique architecturale est souvent comprise comme une activité de médiation vers un large public, ainsi que vers les professionnels, sans que cela ne soit synonyme d'un discours, si vous voulez, de divulgation qui ne serait pas fondé scientifiquement ou architecturalement. Donc,
pour les critiques allemands, donc, non seulement il semble aller de soi de porter l'architecture dans le public et d'offrir à ce dernier des outils d'appréciation des édifices, et ça constitue, suivant certains critiques comme Ulrich Konrads, donc le cœur même de l'activité, la condition même d'existence de la critique. Et cette relation donc au public est considérée comme consubstantielle à l'idée même de critique. Par exemple, Klaus-Jan Philipp, donc dans un livre qui s'appelle Von Dilettantismus zur Zensur, donc du dilettantisme à la censure, Klaus-Jan Philipp donc déclare que la critique n'existe que lorsqu'elle travaille de manière égale à deux objectifs. Le premier étant la compréhension de l'architecture par un public profane, et le deuxième, l'amélioration de la qualité architecturale par les architectes. Donc, et d'autre part, donc, l'image positive, l'importance du journalisme architectural, son image plutôt positive, sont en partie dues à l'aura de critiques allemands de renom, donc comme Ulrich Konrads, dont l'audience publique a été considérable. Officiant donc pour la presse, et donc ici c'est une couverture donc de une anthologie des écrits de Ulrich Konrads, donc dirigé par Christian Gensert ici présent. Konrads donc a officié donc pour la presse tant architecturale que généraliste. A cherché à établir des ponts entre ces deux univers. Historien de l'art, donc par sa formation, rédacteur en chef de Die Bauwelt de 1957 à 1988, Konrads donc souhaitait pratiquer en même temps une critique à portée théorique et professionnelle, tournée vers les praticiens de l'architecture, et une critique dite pédagogique, mais je parle sous le contrôle de Christian, et une critique dite pédagogique destinée à des publics profanes. Donc, et par exemple, ça c'est une autre forme de critique qui est finalement assez rare en France, enfin que François Chalin a représenté de nombreuses années, mais Konrads donc a animé de 1960 à 1972 une émission radiophonique, Neues Bauen unserer Zeit, donc la nouvelle architecture de notre temps. Et tout cela était aussi très lié à la croyance de Konrad, donc dans la fonction éminemment politique et sociale de la critique, qui, à ses yeux, donc, a joué le rôle d'un véritable acteur de l'architecture et de l'urbanisme allemand de l'après-guerre. Alors, cette petite parenthèse allemande étant close, je reviens donc, c'est presque obsessionnel, à la définition, à la typologie donc, dressée par Peter Collins. Alors, cette partition, donc la critique populaire, la critique professionnelle, la critique profane, donc qu'il établit dans son article de 68, La philosophie de la critique en architecture, donc peut se comprendre, donc, très fondée sur la nature du journal, de la revue, donc peut se comprendre si on la restitue dans le contexte spécifique des États-Unis des années 60. Ce contexte se distinguait donc par l'importance accordée à l'architecture dans la presse quotidienne, hebdomadaire, donc probablement à la différence donc, de la contexte français. Presse quotidienne et hebdomadaire, donc comme le New York Times ou le New Yorker, et par les figures de critiques donc, qui y officiaient, comme par exemple donc, Louise Ada Huxtable, donc, sur laquelle demain dans la journée sur les femmes critiques, il y aura une communication par Valeria Casali, donc, qui a travaillé donc, au New York Times de 1963 à 1982 et qui obtint, et c'est rarissime, sinon un cas unique, un prix Pulitzer, donc habituellement accordé à des écrivains et non pas à des architectes ou à des critiques, pour son travail de critique. Autre critique, autre style également, et c'est Jane Jacobs donc, qui fait la une de l'affiche donc, de la journée d'études de demain, également donc, très active, qui a joué un rôle dans la critique urbaine nord-américaine, un rôle de premier plan, mais aussi dans la contestation donc, des politiques urbaines américaines, également donc, depuis la presse généraliste,
enfin pas seulement, mais la place de ces critiques était extrêmement important donc dans la presse généraliste, ou encore, exemple bien connu, Lewis Mumford, donc, qui avait une chronique dans le New Yorker donc, pendant plusieurs décennies. Donc, comment dire, une critique très forte donc, dans la presse généraliste, une critique, enfin, en tout cas, des revues d'architecture peut-être plus tournées vers la profession, vers les techniques, etc. Enfin bon, ça encore avec des nuances, mais de plus en plus, donc aussi une sorte de fossé grandissant entre ce type de critique très tournée vers le public et une critique architecturale de plus en plus, comment dire, presque internaliste, donc au discours, à la théorie architecturale qui s'est énormément développée dans les années 1970, surtout dans les universités, dans les universités nord-américaines, donc toujours plus tournées vers un discours théorique. Donc c'est aussi une autre définition de la critique qui met les choses un peu en tension. Et par exemple, je cite ici Suzanne Stephens, donc, qui était la rédactrice en chef adjointe pendant des décennies quasiment de Architectural Record, donc, qui est aussi l'auteur d'une histoire de la critique architecturale américaine, donc, qui va paraître bientôt, donc analysée suivant son version esthétique. Et Stephens écrit en 1998, je cite, « Un fossé s'est creusé entre la critique pratique par des journalistes à propos de la ville et des édifices et la critique théorique par des chercheurs et des universitaires qui explorent des questions philosophiques relatives à l'architecture. » Donc une sorte de divorce de plus en plus important, donc, et une dichotomie entre les trade periodicals, donc les revues professionnelles, d'une part, la presse grand public et les revues théoriques, donc dichotomie qui semble provoquer donc, une inquiétude quasiment dès les années 80. Je vais revenir encore un peu en arrière dans ce contexte américain, donc, pour reparler donc, de cette... Enfin, finalement, est-ce qu'il y a une opposition, est-ce qu'il n'y a pas d'opposition entre critique d'art et critique d'architecture? Ou en tout cas, entre les instruments de la critique d'art, les instruments de la description, les instruments du jugement, et ceux propres à la critique d'architecture. Donc, en 1955, Douglas Haskell, donc, qui était rédacteur en chef de Architectural Forum, constate que la critique dans les revues professionnelles américaines est plutôt faible, voire parfois inexistante. Dans un éditorial en 1955, il écrit « Let's have architectural criticism ». Faisons de la critique, finalement. Immédiatement après, donc, il inaugure une rubrique dédiée à la critique dans le forum, et il revendique, donc ça c'est une lettre par exemple à Peter Collins dans laquelle il explique l'importance de cette nouvelle rubrique critique dans des Architectural Forum. Dans cette rubrique, il revendique la possibilité d'écrire des appréciations négatives sur les bâtiments, donc comme c'est le cas donc dans les quotidiens par exemple. Il veut s'assurer donc de l'indépendance du critique, et son modèle c'est un petit peu disons comment dire Lewis Mumford et son idée donc comment dire, d'une critique indépendante. Et il cite Mumford en disant Mumford, à qui j'ai demandé s'il pourrait nous aider dans notre rubrique critique, m'a fait le commentaire suivant. Donc, citation de Mumford par Haskell. Il n'y a pas de réelle difficulté à faire une critique aiguisée, aiguë, pourvu que l'on ne produise pas de jugement général sur l'ensemble de l'œuvre de l'architecte ou qu'on ne le tourne pas en ridicule. Aussi loin qu'aille l'architecte, il voudrait toujours contrer la critique en plaidant in extenso toutes les circonstances atténuantes et toutes les difficultés. Peu d'architectes sont aussi disposés que celui qui écrit à laisser son œuvre parler d'elle-même. Mais c'est seulement à cette dernière condition qu'on peut obtenir de la critique plutôt que des apologies. Fin de citation. En fait... il y a tout un débat intéressant à ce moment-là sur justement la possibilité de faire une critique négative, mais aussi
toujours dans cette idée donc de parler aussi, enfin, à la fois améliorer la qualité architecturale, mais également de prendre en compte, pas seulement parler au public, mais prendre en compte une sorte de goût du public. Au même moment, la rédaction du forum, c'est-à-dire 58, au moment où Haskell donc, met en place cette rubrique critique, lui-même et sa rédaction donc s'intéressent à la question du goût populaire en architecture. Est-ce qu'on peut définir un goût populaire et au terme donc d'échanges souvent très polémiques, et en publiant donc en août 1958 sur cet essai sur le goût populaire, il prend le contre-pied donc d'un texte publié dans la même revue l'année précédente, pour qui le goût du public ignorant était responsable de la laideur d'une partie de l'architecture. Donc une position très tranchée et très caricaturale, et un article qui s'appelait La débâcle du goût du public. Au contraire, donc bon, et c'est pas quelque chose d'isolé dans le contexte américain, puisque c'est à ce moment-là qu'on commence à s'intéresser aux bords de route, à tout ce qui ne fait pas partie de l'architecture savante. Donc ça rejoint aussi ces questions de critique savante, critique, ou architecture savante ou architecture non savante. Donc il y a tout ce débat donc, qui s'entrecroise dans la critique. Bon, ici, vous avez portrait de Mumford, dont vous connaissez peut-être le nom, et de sa rubrique, donc The Skyline, donc, qui était sa rubrique dans le New Yorker. Donc, en fait, il y a cette indépendance critique qui était manifestée successivement par plusieurs critiques, donc Mumford, Huxtable, également. Donc, et pour certains, donc par exemple pour Mumford, cette qualité se doublait aussi de l'idée, d'une qualité littéraire donc, de sa critique. Et également donc d'une possibilité, pas spécialement chez Mumford, mais chez d'autres chez d'autres critiques peut-être plus du début du siècle, d'une critique architecturale assez proche donc de la critique d'art, de ses rhétoriques, de sa terminologie, de ses modes d'approche de l'objet, donc, et également donc et j'emprunte cette analyse toujours à Suzanne Stephens, donc les critiques d'art américains, donc entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, écrivaient fréquemment donc pour les rubriques d'architecture de journaux politiques et culturels, et ils dépeignaient donc les édifices sur un mode proche donc de la description des œuvres d'art. Et par exemple, donc, elle prend l'exemple de Montgomery Sculler, donc, qui était l'un des représentants de cette critique, donc, par bien des aspects analogues à la critique d'art. Et elle dit, je cite, « Ces critiques architecturales adoptaient souvent la posture du flâneur, déambulant dans les quartiers d'un New York en plein développement. Sculler et bien d'autres jugeaient alors les façades des bâtiments comme une composition picturale en 2 dimensions, même si cette composition révélait la structure du bâtiment. » Donc finalement aussi une sorte de critique, de cette critique non spécialiste. À la fin des années 20, donc ce type d'écriture qui englobe des aspects littéraires tend à céder la place à un commentaire plus professionnel, plus technique. Les revues, il y avait déjà des revues professionnelles au 19e siècle, mais les revues professionnelles donc, exige donc un autre type de discours, et ce qui correspond aussi à un moment charnière donc en faveur de l'architecture moderniste en Amérique du Nord. Et par exemple, The Architectural Record, qui n'est de manière très opportune pas sur cette diapositive, déclare abandonner la critique d'opinion. Et elle cesse de publier des critiques dont la rhétorique et les instruments s'apparenteraient à la critique artistique.
Et les anciennes préoccupations dites stylistiques doivent céder la place aux aspects techniques et scientifiques de la construction, bon, avec le but évidemment de consolider une sorte de, comment dire, de culture technique, de culture scientifique, donc en vue donc de former aussi des générations, enfin de compléter la formation professionnelle et l'information professionnelle de nouvelles générations d'architectes et de réfléchir donc aux instruments, comment dire, de description de l'architecture qui soit éloignée de toute description donc stylistique. Et finalement, donc, quand on avance donc dans le siècle, et cette exigence donc, peut se résumer aussi par un titre donc, d'un article un peu virulent sur la critique dans le Record donc, en 1957 qui s'appelle « Deeper Knowledge, Better Design », donc plus de connaissances et une meilleure conception architecturale, donc qui finalement rejette aussi les aspects littéraires, artistiques de la critique architecturale, donc longtemps sujet de controverse, et comment dire, qui, selon eux, ne font pas avancer précisément la discipline et sa culture spécifique. Donc, finalement, néanmoins, donc on voit quand même qu'il y a peut-être des perméabilités entre la critique d'art et la critique d'architecture, des moments où celles-ci ont été plus proches l'une de l'autre, avec cette idée finalement que la critique d'architecture devrait toujours gagner une sorte d'autonomie, s'éloigner de cet ancêtre encombrante qui est la critique d'art. Et je reviens encore une fois à Peter Collins, et donc comment dire, à certains passages donc notamment donc de son livre publié la première fois en 1965, donc Changing Ideals, donc publié en français ou traduit en français très tardivement comme la France en a l'habitude, et sous un titre qui est l'architecture moderne, principes et mutations, donc un titre un peu différent. Et en fait, comment dire, ces deux ouvrages, donc Concrete d'un côté et Changing Ideals donc de l'autre, participent donc aussi d'une nouvelle lecture, enfin surtout le second, d'une nouvelle lecture donc du mouvement moderne. Mais surtout, ce qui m'intéresse particulièrement donc, dans le deuxième, c'est qu'il y a tout un chapitre sur ce que Collins appelle l'analogie. Et donc les analogies de l'architecture, il y a plusieurs chapitres même, et notamment il y a un chapitre avec ce qu'il appelle l'analogie littéraire. Et particulièrement, et donc c'est dans ces chapitres qu'il attaque particulièrement la critique d'art. Et il affirme donc le développement de l'esthétique au XVIIIe siècle et l'influence donc de l'esthétique sur l'historiographie ont, à ses yeux, malheureusement, favorisé la popularité croissante donc, de la critique d'art. Donc, à l'apogée des salons, le développement de la critique d'art aurait entraîné, selon lui, un changement de paradigme dans la critique architecturale. Et au XVIIIe siècle, jusque-là, donc, la critique rationaliste prévalait donc, au sein de l'académie, selon un système de normes et de valeurs préétablies donc, qui sont très chères à Peter Collins. Mais au milieu du XIXe siècle, elle s'est transformée en une critique dite littéraire de l'architecture, contre laquelle Collins exprime une opposition farouche. Donc, et il dit, donc, alors qu'avant 1750, la critique était simplement, n'était qu'une question de référence à des règles partout acceptées, après 1750, celle-ci devient un exercice littéraire subjectif dans lequel l'histoire, la psychologie et les allusions littéraires fournissent des ingrédients intellectuels avec lesquels les jugements artistiques
se mélangèrent de manière inextricable. Donc, cette influence auquel Collins dédie sa 5e partie donc, de Changing Ideals, donc cette influence des arts connexes sur l'architecture est tout à fait, selon lui, négative. Et littéraire donc, est aussi le terme qu'il utilise donc, pour désigner donc, les écrits de John Ruskin, par exemple, et dans lequel il reconnaît quand même un très grand critique, c'est peut-être mais en même temps, transformer l'architecture en littérature, c'est, selon Collins, ne délivrer aucune connaissance sur l'architecture en tant que discipline spécifique. Pour Collins, les périodiques professionnels du 19e siècle, donc comme la Revue générale de l'architecture de César Dali ou The Builder, donc, avaient diffusé la meilleure critique qui ait jamais existé, donc, car selon lui, il ne cherchait pas à délivrer de jugement esthétique. Donc, comment dire, il continue donc en critiquant la conception de la critique de Charles Baudelaire, donc passionné, partial, politique, hein, cette formule bien connue de Baudelaire au salon donc, de 1864, si je ne me trompe pas de date de salon. Et au contraire, donc, pour César Dali, donc repris par Peter Collins, donc les critères subjectifs ne sont pas transposable de la littérature à l'architecture, et le commentaire architectural exige des compétences spéciales bien plus poussées que celles qu'exige la critique d'art. Et il dit même, en fait, bon, c'est une appréciation un peu condescendante hein, de Dali sur le salon de 44, devant ces lignes rigoureusement tracées à l'équerre et au compas, développées selon certaines règles de proportion, le critique spirituel se trouve embarrassé. Donc, et sur l'architecture, on ne peut pas se contenter de faire quelques bons mots. Donc c'est un dénigrement et peut-être aussi une incompréhension de la critique d'art, mais en tout cas, c'est une prise de position extrêmement importante. Et c'est là peut-être le point aussi un des points qui est très débattu. Peut-on être architecte sans être peut-on être critique d'architecture sans être architecte? Cette inversion est intéressante. Comment dire? C'est-à-dire, quelles sont les compétences du critique? Quelles sont les compétences nécessaires à la critique et aux critiques? Donc, qui sont... Enfin, c'est pas une nouveauté, donc, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est encore quelque chose on ne rencontre pas de consensus sur ce point, mais c'est très souvent au premier plan des commentaires, des analyses donc sur des architectes notamment ou des architectes critiques sur les défauts, sur les manquements de la critique architecturale. Donc, comme je disais pour Collins, donc la critique avait commencé à décliner lorsqu'elle était passée des mains des architectes à celles, donc je cite, des historiens, journalistes et critiques d'art, donc au milieu du 19e siècle. Et en 1933 déjà, donc les débats du Comité international d'histoire de l'art, donc dans lequel il n'y avait d'abord pas tellement de place de l'architecture, mais aussi pas tellement pas d'architectes du tout, je dirais, et des historiens d'art et quelques historiens d'architecture. Les débats donc de ce comité. Dans ces débats, il y avait quelques éléments donc, sur cette question de la compétence critique. Et je cite par exemple une phrase donc, de l'historien de l'art et du conservateur de musée roumain Giorgio Oprescu. Donc, réussir à juger l'architecture exige une compétence que peu d'historiens possèdent. Sur les monuments, on ne peut pas, entre guillemets, faire de la littérature, moins en tout cas que sur les tableaux et les statues. Bon. Et il risque même la sentence un peu définitive, l'architecture, est le plus difficile à juger de tous les arts. Et en fait, pas seulement Peter Collins, mais quelques décennies plus tard, mais aussi de nombreux commentateurs se sont attachés à réfléchir donc à cette question de la compétence
Et finalement, même certains a pensé qu'on devrait faire de la critique avec les moyens de l'architecture, c'est-à-dire avec le dessin, la maquette, bon, comme Bruno Zevi dans des expériences bien connues, donc il a fait sur Michel-Ange en 1964. Donc, c'est-à-dire finalement quelles sont à la fois les compétences possibles à mobiliser, mais quels sont aussi les instruments qui peuvent parler, qui peuvent carrément, enfin, comment dire, directement communiquer, donc la critique d'architecture de manière efficace. Donc, la question donc, du dilemme des critères qui occupe spécialement Collins, et je finirai là-dessus. La dernière tentative qu'il a faite, bon, c'est une tentative assez, bon, c'est quelque chose d'assez connu, mais dans un livre de 1971, il a fait un parallèle entre le jugement devant une cour, enfin le jugement au sens de la justice, si vous voulez, et une analogie, si vous voulez. Est-ce qu'on peut faire avancer la critique en fondant le jugement architectural sur une analogie avec la science juridique? Il s'était même, il était déjà professeur à l'université McGill à Montréal, et il s'était inscrit dans un master il s'était inscrit dans un master de sciences, de droit, quoi. Donc, et il a, dans ses archives, on trouve il a examiné des cas, réuni une documentation sur des cas juridiques, et il a essayé c'est une tentative extrêmement unique, mais aussi courageuse, d'appliquer cette approche juridique à la critique. Donc, et cette idée donc de s'appuyer aussi sur la notion juridique de précédent, donc pour fonder la critique. Alors, je ne vais pas détailler ça parce que c'est un peu, à la fois, il faut vraiment entrer dans le livre, et c'est pas facile d'entrer dans ce livre, je dois dire. Et cette tentative, en fait, d'appliquer les principes de la common law britannique à la critique, en transposant le jugement du tribunal au jugement de l'architecte, bon, il s'appuie aussi sur des concours, hein, donc sur des jugements de concours, peut être considéré effectivement comme extrême. En fait, bon, plutôt hermétique, à vrai dire, ce livre est plutôt hermétique, elle n'a pas été suivie des faits, et ce livre de Peter Collins est resté largement incompris. Donc, pour conclure, j'ai puisé ici et là, dans des écrits de Collins et quelques autres, des éléments donc, pour mettre en lumière des questions qui, à mon avis, demeurent aujourd'hui encore sans réponse. Aujourd'hui, donc, plusieurs réflexions sur le jugement d'architecture ont été menées par des philosophes, par exemple Daniel Payot, hein, philosophe, professeur, ou qui était professeur à l'université de Strasbourg, qui a beaucoup écrit sur l'architecture, mais qui a écrit un article sur la critique d'architecture, sur la philosophie de la critique d'architecture, des spécialistes de l'esthétique, également des architectes s'interrogeant sur la question de l'évaluation. Mais l'édifice, effectivement, intellectuel échafaudé par Collins reste néanmoins unique. Bien au-delà de cette tentative, donc, la formulation des critères d'un jugement qui serait, entre guillemets, intrinsèquement architectural, donc comme le veulent ou le voudraient certains acteurs, certains architectes, certains commentateurs, cette idée d'un jugement intrinsèquement architectural reste un point crucial dans les discussions vives autour de la critique. Donc, je reviens aussi à Gregotti, donc, qui fut, dans les années 1980, rédacteur en chef de la revue italienne Casabella, la critique devait faire progresser la discipline. Pour Bernard Huet, donc historien et critique français, donc des années, qui a été très important dans les années 70 jusqu'à son décès en 2000, mais surtout dans les années 70-80, qui avait notamment donc contribué à importer en France les écrits de Manfredo Tafuri.
La critique était avant tout, je cite, la vérification de la pertinence des réponses apportées par la conception architecturale aux problèmes posés. Mais Huet reconnaissait lui-même, on peut évidemment beaucoup discuter sur les critères qui servent à évaluer la pertinence des réponses. Il semble que ces critères peuvent être définis à partir du discours de l'architecte et de la situation de l'ouvrage. Donc cette discussion toujours, toujours renouvelée, toujours pendant des critères internes, externes, pour évaluer l'architecture, me semble in fine décisive pour penser l'architecture tantôt comme un débat d'experts, tantôt comme une critique ouverte à l'espace public de débat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène, pour ces réflexions et ce panorama qui traverse largement les frontières. Je ne sais pas, malgré l'heure tardive, s'il y a quelques questions sur ce riche exposé. C'est pas vraiment un exposé qui suscite des questions, parce que c'est un exposé qui pose des questions. Sans apporter de réponse. Oui, bah non, désolé. Oui, il y a une question. Bonsoir. Vous, personnellement, quelle est votre appréhension de la critique d'architecture qui vous paraît la plus juste, surtout à l'heure actuelle où on voit où on est l'architecture? C'est une architecte qui parle aujourd'hui. J'en profite pour présenter l'architecte qui vient de parler, c'est Evelyne Lang, qui clôturera demain, par son témoignage, notre journée d'études. Merci beaucoup pour votre question. Bon, encore une fois, je ne vais pas avoir vraiment de réponse. Bon, d'abord, je ne suis pas une critique d'architecture. Je regarde les autres. J'essaye de m'intéresser plutôt à essayer de travailler sur une histoire de la critique. Bon, en tant que plutôt qu'historienne, je m'intéresse particulièrement, enfin avec Paolo Scrivano, donc nous nous intéressons particulièrement à cette question du rapport entre architecture, débat public, donc qui nous finalement a une conception de la critique qui soit pas une critique, qui peut être une critique d'experts, mais qui n'est pas une critique, disons, internaliste au champ des théories architecturales, mais qui essaye donc d'entrer en contact par de dialoguer, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas d'être présent dans l'espace public de débat et de voir à quelles conditions, de réfléchir à quelles conditions, donc à différentes époques, pas seulement maintenant, cette critique, ou la critique architecturale a été importante donc dans le débat public, où elle a été un élément du débat. Et c'est peut-être cette idée, en tout cas, et aujourd'hui, alors je ne suis pas du tout spécialiste de la période actuelle, mais cette question de l'espace public est d'autant plus peut-être importante que les espaces médiatiques de la critique se sont multipliés, mais qui sont aujourd'hui totalement fragmentés. Ils passent. Alors je ne sais pas, peut-être les étudiants ici présents pourraient répondre mieux que moi sur la façon dont eux ils utilisent les discours critiques qui sont également diffusés sur des blogs, sur les réseaux sociaux, parce que maintenant on fait aussi, je veux dire, les choses dont j'ai parlé, c'est peut-être, ça s'arrête aux années 60, à l'époque où on lisait des livres, il y avait des revues. Je veux dire, il y a toujours, mais il y a toute une partie du discours sur l'architecture qui passe par d'autres canaux aujourd'hui. Et je pense que,
pour les étudiants et pour leurs enseignants également, qui sont, et sur les enseignants de projet aussi, qui sont confrontés à, qui sont en contact avec des étudiants qui s'informent sur d'autres canaux. C'est un élément important sur lequel il faut réfléchir, et c'est aussi des chantiers de recherche, à mon avis, importants sur les formes actuelles de la critique. Que, encore une fois, je répète, je n'ai pas du tout d'expertise sur cette question-là, parce qu'il faut aussi maîtriser un peu des questions de médias, ou de médias actuels que personnellement je ne maîtrise pas du tout. Est-ce que, c'est bon, on pourrait passer la soirée, puis la nuit à discuter de ces choses-là. Est-ce que vous avez le sentiment que, en termes de complémentarité entre la critique interne, professionnelle, technique, et la critique qui ouvre au public, tout en étant engagé et en prétendant appeler les architectes à modifier leurs pratiques, est-ce que cette complémentarité vous semble actuellement mieux réalisée dans certains pays que dans d'autres? Je me réfère à Conrad, dont vous avez bien parlé. Du temps où Conrad faisait ses émissions, etc., il y avait évidemment des revues d'architecture qui faisaient le travail interne, en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de culture nationale, en quelque sorte, et d'histoire nationale? Est-ce que cette complémentarité n'est pas plus facile à réaliser dans certains pays que dans d'autres? Merci pour cette question qui effectivement demande qu'on y passe la nuit et plus. Mais comment... Je pense que c'est aussi la nécessité pour un chantier de recherche comme celui-ci de travailler avec des chercheurs de plusieurs, qui viennent de plusieurs cultures, de plusieurs traditions, parce qu'effectivement, là j'ai sautillé de manière un peu légère peut-être d'un contexte à l'autre, mais effectivement, je trouve l'exemple allemand est extrêmement intéressant parce que d'abord, c'est aussi la critique pendant très longtemps dans un pays divisé. Il y a eu une thèse d'ailleurs sur les critiques berlinois et leurs pratiques donc, entre 1945 et 1989. Cette idée donc, d'une critique comme un engagement public, un engagement social, je ne sais pas sous quelle forme. Alors aujourd'hui, sous quelle forme elle pourrait être présente en France, je n'ai pas d'idée qui soutient une telle position, par exemple. Mais en tout cas, complémentarité. On pourrait aussi imaginer. Il y a des formes de critique qui se. C'est pas des césures très étanches. Je veux dire, il y a aussi même dans un même texte, des registres de montée en généralité, de spécifications techniques. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile à démêler, parce que justement, cette espèce de volonté de faire des typologies, de désigner, de définir, on achoppe assez rapidement à des... on bute souvent sur des difficultés. Mais en tout cas... effectivement, je pense que c'est vraiment très intéressant de travailler sur une échelle internationale. C'est très difficile, mais au moins sur 3-4 pays pour comprendre aussi comment des traditions se sont formées. Et c'est un peu le but du travail qu'on essaye de réaliser. Merci. Bien, comme nous n'allons pas y passer la nuit, je vous propose d'aller dîner et dormir, et vous invite très chaleureusement à venir donc demain, où on entendra parler de Huxtable et de quelques autres des femmes qui se sont lancées dans cet exercice critique. Encore merci à toi, Hélène.